Pendant des décennies, Alain Souchon a été perçu comme la voix douce de la musique française, des mélodies délicates, une ironie tendre, et des mots qui semblaient légers même lorsqu'ils portèrent la douleur. Mais derrière ce calme familier se cachait une vie marquée très tôt par la perte, le silence et des fractures émotionnelles qui ne se sont jamais totalement refermées. À un âge où la plupart des légendes sont célébrées sans question, Souchon a commencé à admettre des choses qu'il avait enfouies pendant des années. Et lorsqu'on regarde de plus près, l'histoire derrière les chansons est bien plus solitaire que ce que quiconque aurait pu imaginer. Une enfance marquée par la confusion et une perte irréversible. La tristesse d'Alain Souchon n'a pas commencé avec la célébrité ni avec le vieillissement. Elle a commencé discrètement, bien avant que le public ne connaisse son nom, dans une enfance façonnée par l'instabilité et une structure familiale qui allait le hanter plus tard. Né à Paris, il a grandi en croyant qu'un homme était son père, avant de découvrir, à l'âge de 7 ans, que ce n'était pas la vérité. Sa mère s'était mariée 2 fois, à chaque fois avec des universitaires respectés, et Alain a été déplacé d'une figure paternelle à une autre sans explication ni préparation émotionnelle. Pour un enfant, ce type de rupture crée davantage de confusion que de clarté. Il laisse des questions sans réponse et le sentiment que l'identité elle-même peut être retirée sans avertissement. Après ce déménagement, Alain a commencé à vivre avec son père biologique, tentant de reconstruire un lien qui n'avait jamais eu le temps de se former naturellement. Mais cette reconstruction fragile a été brutalement interrompue. En janvier, lors d'un séjour hivernal à la montagne, avec des amis de la famille, tout s'est effondré. Sur le trajet du retour, leur voiture a été percutée par un camion dont le conducteur avait perdu le contrôle. L'homme au volant était en état d'ivresse. Le choc a été dévastateur. Tous les passagers ont été blessés, y compris la mère d'Alain. Mais son père est mort sur le coup. Alain avait 14 ans. Ce n'était pas une tragédie lointaine que l'on se rappelle plus tard avec une distance philosophique. C'était un moment qui a coupé son adolescence en deux. Des années plus tard, son frère Patrick en racontera publiquement les détails pour la première fois dans un documentaire, confirmant que l'accident avait laissé la famille à la fois physiquement blessée et émotionnellement brisée. Alain lui-même décrira plus tard ce qui a suivi avec une honnêteté douloureuse. Il disait se sentir perdu, complètement perdu. Pas seulement endeuillé, mais aussi désemparé face à des émotions qu'il ne savait pas comment gérer. Dans une interview accordée des décennies plus tard, Souchon a admis quelque chose qui a choqué de nombreux auditeurs. Il avait envie de pleurer tout le temps. Mais en même temps, une pensée plus sombre lui traversait l'esprit. Son père ne le gronderait plus jamais. Cette prise de conscience l'horrifiait. Il la qualifiait de monstrueuse, mais inévitable. À la perte s'est ajoutée une sensation de liberté inattendue et honteuse. Plus d'autorité. Plus de peur de la réprimande, juste l'absence. Cette contradiction, le chagrin mêlé à la culpabilité, est devenue une blessure psychologique qui ne s'est jamais vraiment refermée. Au lieu d'exprimer sa douleur, Alain a fait ce que beaucoup de garçons de sa génération avaient appris à faire. Il l'a caché. Il a enfoui ses émotions et appris à avancer sans en parler. Cette répression émotionnelle est devenue un trait déterminant de sa personnalité. Des proches le décrivaient plus tard comme doux, drôle, parfois même enjoué, mais intérieurement replié sur lui-même. La musique est lentement devenue le seul espace où son chagrin non résolu pouvait exister sans avoir besoin d'explication. Des années plus tard, cette perte ressurgirait dans l'une de ses chansons les plus personnelles, 18 ans que je t'ai à l'œil, écrite comme un dialogue silencieux avec le père qu'il n'avait jamais eu le temps de connaître. La chanson n'était pas dramatique. Elle était retenue, presque désinvolte dans son ton, exactement comme l'homme qui l'avait écrite. Mais son sens était dévastateur pour ceux qui en comprenaient le contexte. Il a même donné à son fils aîné le prénom de son père, un acte de mémoire silencieux qui remplaçait les mots qu'il avait encore du mal à prononcer à voix haute.
Cette tragédie précoce explique quelque chose de fondamental dans la vie ultérieure d'Alain Souchon. Sa mélancolie n'était pas une posture artistique. Elle s'est installée très tôt, façonnée par la perte, la confusion et la nécessité de survivre émotionnellement. Bien avant le succès, avant les récompenses, avant l'admiration, il avait déjà appris à sourire tout en portant le chagrin. Et cette habitude l'a accompagné toute sa vie. La célébrité ne l'a pas guéri, elle n'a fait que rendre le silence plus assourdissant. Lorsque Alain Souchon est finalement entré dans la lumière publique, cela a ressemblé à un miracle discret. Il n'y avait rien de clinquant dans son arrivée. Pas de rébellion, pas de provocation. Juste des chansons qui semblaient ordinaires au premier abord, puis qui restaient longtemps après s'être tues. Dans les premières années, le succès est venu lentement, presque à contre-cœur, construit sur de petites scènes, des attentes modestes et une profonde insécurité qu'il n'a jamais vraiment surmontée. Mais une fois la reconnaissance acquise, elle ne l'a plus quitté. Et pourtant, la célébrité n'a pas réparé ce qui était brisé en lui. Le tournant est survenu lorsque Souchon a commencé à travailler étroitement avec Laurent Voulzy. Leur partenariat ne reposait ni sur l'ego, ni sur la rivalité, mais sur l'équilibre. Voulzy apportait l'architecture musicale et l'élégance mélodique. Souchon apportait des observations fragiles, l'ironie et une retenue émotionnelle. Ensemble, ils ont créé des chansons à la fois intimes et universelles, légères en surface et discrètement dévastatrices en profondeur. Le public entendait le charme. Ce qu'il n'entendait pas, c'était à quel point ces paroles étaient écrites depuis un lieu de deuil non résolu et de doute intérieur. À mesure que sa réputation grandissait, Souchon est devenu l'une des voix les plus reconnaissables de la musique française. Ses mélodies étaient partout, à la radio, à la télévision, lors des réunions familiales, pendant les longs trajets en voiture. Il était salué comme doux, intelligent, accessible. Mais derrière cette image, sa vie personnelle devenait de plus en plus complexe. La célébrité exigeait une disponibilité permanente, un mouvement constant et un contrôle émotionnel strict. Pour quelqu'un qui avait appris très tôt à réprimer la douleur, cet environnement ne faisait que renforcer de vieilles habitudes. Il apprenait à mieux sourire, à plaisanter plus facilement, à alléger les choses, même lorsque rien en lui ne se sentait léger. Contrairement à beaucoup d'artistes de sa génération, Souchon n'a jamais adopté l'excès ou le scandale comme échappatoire. Il ne s'est pas autodétruit publiquement, il s'est replié sur lui-même. Ceux qui le connaissaient l'ont remarqué. Il était présent, mais distant, productif, mais fatigué, aimé, mais souvent inaccessible. Ses chansons continuaient de parler du quotidien, de la consommation, de l'amour, du vide social, mais de plus en plus, elle portait le poids de quelqu'un qui observait le monde avec un léger recul émotionnel, comme s'il était toujours à moitié en dehors de sa propre vie. Ce détachement émotionnel n'a pas empêché le succès. Au contraire, il a rendu son œuvre encore plus résonnante. Le public se reconnaissait dans cette retenue. Sa musique est devenue le miroir d'une insatisfaction silencieuse, de ceux qui sentent que quelque chose ne va pas sans pouvoir l'expliquer. Ironiquement, ce lien avec des millions de personnes ne s'est jamais transformé en paix intérieure. La célébrité lui a apporté une validation, mais pas un soulagement. Les applaudissements remplissaient les salles, mais ils ne répondaient pas aux questions qu'il portait en lui depuis l'adolescence. Au moment où il s'est imposé comme un pilier de la musique française, Souchon avait déjà appris une vérité douloureuse. La réussite n'efface pas le chagrin. Elle ne fait que le masquer. Les emplois du temps, les interviews, les attentes. Tout cela le maintenait en mouvement, sans jamais lui permettre de s'arrêter et d'affronter ce qu'il avait perdu. Le silence qu'il portait depuis l'enfance était désormais amplifié par le succès. Entouré de monde, il restait émotionnellement seul. Et cette solitude allait bientôt apparaître d'une manière que le public n'attendait pas, non pas par un effondrement, mais par le regret. Surtout lorsqu'il s'agissait des personnes les plus proches de lui. Mariage, trahison,
et la culpabilité qui ne l'a jamais quitté. Lorsqu'Alain Souchon a épousé Françoise Vilchevreul au début des années 70, sa vie n'avait encore rien de glamour. Il n'était pas un monument culturel. Il n'était pas un trésor national. À cette époque, il cherchait encore à se définir, gagnant sa vie grâce à des travaux artistiques modestes, sans savoir si la musique pourrait un jour réellement le faire vivre. Françoise n'est pas tombée amoureuse d'une légende. Elle s'est engagée auprès d'un homme rempli de doutes, de peurs silencieuses et de blessures inachevées. Pendant des décennies, leur mariage a semblé solide, discret, presque invisible aux yeux du public. Tandis que les chansons de Souchon passaient à la radio, sa vie privée restait à l'écart des gros titres. Cette discrétion nourrissait l'image d'une stabilité émotionnelle. Mais la stabilité ne signifie pas l'absence de dégâts. À mesure que la célébrité grandissait, la distance augmentait elle aussi. Les tournées, les enregistrements, la promotion, sa carrière exigeait un mouvement constant, et le mouvement avait toujours été sa façon d'éviter l'immobilité. L'immobilité signifiait se confronter à lui-même. Dans les années 80, cet équilibre fragile s'est effondré. Alain Souchon a vécu une liaison brève mais intense avec Isabelle Adjani, l'une des actrices les plus admirées de France. Cette relation n'a pas été qu'un simple épisode de presse à sensation. Elle a constitué une rupture au sein de son mariage, et plus encore, au cœur de l'image qu'il avait de lui-même. Pour Françoise, la trahison a été dévastatrice. Pour Alain, ce n'était pas une libération. C'était une panique déguisée en fuite. Ce qui a suivi n'a pas été une séparation spectaculaire ni une confrontation publique. C'était quelque chose de bien plus silencieux et bien plus lourd. Françoise a choisi de rester. Elle lui a pardonné. Ce pardon n'a pas effacé les blessures, il les a approfondies. Souchon admettra plus tard que cette décision l'a marqué à jamais. Il n'a pas ressenti de soulagement. Il a ressenti de la honte. Le pardon, lorsqu'il n'est pas mérité, peut devenir un fardeau à vie. À partir de ce moment, la culpabilité s'est installée dans son quotidien. Il en parlait peu, mais ceux qui l'entouraient ont perçu un changement. Son humour est resté intact, son ironie toujours aussi fine, mais quelque chose, en dessous, s'est durci. Il est devenu plus introspectif, plus attentif à ses mots, plus conscient du mal qu'il pouvait causer. La présence de Françoise est devenue à la fois un refuge et un rappel. La preuve d'une loyauté dont il ne se sentait plus digne. Ce sentiment de dette morale a profondément façonné ses années suivantes. Il parlait souvent de la chance qu'il avait eue, de la patience dont elle avait fait preuve, de tout ce qu'il lui devait. Mais la gratitude n'efface pas le remords, elle coexiste avec lui. Pour Alain, l'amour n'était plus innocent. C'était quelque chose de fragile, susceptible de se briser sous l'effet de la faiblesse. Sa propre faiblesse. Leur mariage a duré, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'elle avait été absorbée. Françoise est devenue le pilier silencieux de la famille, protégeant leur vie privée tandis qu'Alain continuait à se produire, à écrire et à sourire en public. Pourtant, intérieurement, il portait la peur d'échouer à nouveau, en tant qu'époux, en tant que père, en tant qu'homme. Cette fracture émotionnelle allait plus tard influencer la manière dont il voyait ses enfants et la façon dont il se jugeait dans ce rôle. Car la trahison ne reste jamais isolée. Elle se diffuse dans chaque recoin d'une vie. Et pour Alain Souchon, le chapitre suivant allait apporter une autre forme de regret, une forme qu'aucune excuse ne pourrait jamais totalement réparer. La paternité, l'absence et le regret du temps perdu. Devenir père n'a pas effacé les fractures intérieures d'Alain Souchon. Bien au contraire, cela les a mises en lumière. Lorsque ses fils sont nés, il les aimait profondément. Mais l'amour seul ne suffisait pas à le rendre pleinement présent. Au moment où Pierre Souchon et Charles Souchon grandissaient, la carrière d'Alain avait atteint un niveau exigeant une attention constante. Albums, tournées, interviews, échéances, le succès imposait un rythme implacable et une fois encore,
le mouvement est devenu son refuge. Souchon n'a jamais prétendu être un père parfait. Dans des entretiens ultérieurs, il a reconnu que son travail avait souvent accaparé le temps qui aurait dû appartenir à ses enfants. Il était physiquement présent à certains moments, mais émotionnellement distrait, toujours en train de préparer le projet suivant, l'obligation suivante. L'ironie est cruelle. Un homme marqué par la perte précoce de son propre père a ensuite craint d'avoir, d'une autre manière, reproduit l'absence dans la vie de ses enfants. Cette prise de conscience n'est pas arrivée brutalement. Elle s'est installée lentement, avec l'âge, la réflexion et le silence. Alain a vu ses fils devenir adultes, chacun trouvant sa propre voie dans la musique. Pierre a suivi un chemin proche de celui de son père, tandis que Charles, connu du public sous le nom d'Ours, a construit une carrière marquée par la sensibilité et l'introspection. Leur réussite remplissait Alain de fierté, mais aussi d'un certain malaise, car elle l'obligeait à regarder en arrière, vers des années qu'il ne pouvait plus rattraper. Ce qui le hantait le plus n'était pas ce qu'il leur avait transmis, mais ce qu'il avait refusé d'imposer. Alain a souvent expliqué qu'il n'avait jamais poussé ses fils vers la musique, les études ou une direction précise dans la vie. En apparence, cela semble généreux. Mais derrière cette posture se cachait quelque chose de plus sombre. Il ne se sentait pas assez légitime pour donner des conseils. Ses propres échecs scolaires, son parcours atypique, ses insécurités non résolues l'amenaient à douter de son autorité en tant que guide. Dans un rare moment de franchise, l'un de ses fils a confirmé plus tard cette dynamique. Alain ne disait jamais « fais ceci » ou « ne fais pas cela ». Il ne poussait pas, ne demandait rien, ne fixait pas d'attente. Il observait. Il les laissait décider. Cette absence de pression n'était pas de l'indifférence, c'était de la peur. La peur de reproduire le contrôle, la peur de se tromper, la peur de les décevoir comme il croyait l'avoir déjà fait. Avec le temps, Alain a pris conscience que la liberté peut aussi devenir une forme de distance. Il s'est demandé si son silence avait laissé des vides que ses fils avaient dû combler seuls. Il s'est interrogé sur le fait que sa réticence à les guider venait de l'humilité ou d'une culpabilité jamais résolue. Ce ne sont pas des questions qu'il posait publiquement. Elles ont émergé discrètement, dans des réflexions partagées tard dans la vie, lorsque le déni n'avait plus d'utilité. Le lien entre Alain et ses fils a survécu et s'est même renforcé, mais il portait le poids de regrets inexprimés. L'amour existait, le respect existait, mais aussi ce sentiment persistant de temps perdu. La paternité, pour Alain Souchon, n'a jamais été un rôle simple. C'était un miroir renvoyant les blessures de sa propre enfance, et à mesure qu'il avançait en âge, ses reflets devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Cette confrontation allait s'intensifier lorsque la vie a enfin ralenti, lorsque le bruit du succès s'est estompé et qu'il a été contraint d'affronter ce qu'il avait évité pendant des décennies, l'immobilité. Le vieillissement, l'effondrement émotionnel et la peur de s'arrêter. Pendant la plus grande partie de sa vie, Alain Souchon a survécu en restant en mouvement. Écrire, enregistrer, partir en tournée, passer d'un projet à l'autre avant que le silence n'ait le temps de le rattraper. Mais l'âge modifie le rythme, qu'un artiste le veuille ou non. Les invitations se raréfient, les attentes s'adoucissent, le monde suggère discrètement le repos. Et pour quelqu'un comme Souchon, le repos n'a jamais été neutre. Il était dangereux. À 80 ans, lors d'une apparition franche dans En aparté, Alain Souchon a enfin dit tout haut ce que beaucoup de proches avaient déjà pressenti. Il a admis que, durant une période creuse, lorsque le travail s'est interrompu et que les journées sont devenues répétitives, quelque chose en lui a commencé à s'affaisser. Il l'a décrit simplement, presque avec désinvolture, comme le fait de se sentir mollasson. Pas déprimé au sens clinique, pas dramatique,
mais vidé. Un effondrement émotionnel de basse intensité, installé lentement, déguisé en fatigue. Pour un homme dont l'identité a toujours été liée à la création, cette perte d'élan était terrifiante. Il ne parlait pas de désespoir. Il parlait de vide, de se réveiller sans urgence, de réaliser que lorsque les projets disparaissent, la structure disparaît aussi. Et sans structure, les vieux fantômes reviennent. Le deuil non résolu, la culpabilité. Ce sentiment d'être perdu apparut pour la première fois à 14 ans. Souchon a fait quelque chose qu'il fait rarement. Il a demandé de l'aide, il a consulté son médecin, s'attendant peut-être à un traitement, au repos ou à un conseil pour ralentir. À la place, il a reçu une ordonnance presque absurde par sa simplicité. Le médecin lui a dit qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire. Repartir en tournée. Pas seul. Avec ses enfants. Ce n'était pas une métaphore. C'était écrit comme une consigne. Au lieu de pilule, le mouvement. Au lieu du silence, les chansons. Au lieu de l'isolement, la famille. Alain a suivi le conseil sans résistance, sans doute parce qu'il correspondait à ce qu'il savait déjà au fond de lui. S'arrêter ne l'avait jamais guéri. Cela n'avait fait que révéler ce qu'il s'était efforcé de maintenir toute sa vie. Cette décision a conduit à une longue tournée à travers la France avec ses fils Pierre et Charles. Elle n'a pas été présentée comme un retour. Elle a été pensée comme un projet familial. Mais sur le plan émotionnel, c'était bien plus urgent que cela. Soir après soir, Alain est retourné sur scène, le seul endroit où le temps semblait suspendu, où l'âge comptait moins, où le chagrin pouvait se transformer en mélodie plutôt qu'en pensée. Le changement a été immédiat. Son fils Charles a plus tard observé que l'effet était presque physique. Le retour au mouvement a rendu de l'énergie à son père. Sa posture a changé. Sa voix s'est affirmée. Sa présence s'est aiguisée. Comme si le fait de se produire rappelait à son corps et à son esprit comment fonctionner. Comme si la musique elle-même était devenue une forme de médicament. Ce moment a révélé quelque chose de troublant. Alain Souchon ne craignait pas tant la mort que l'immobilité. Il redoutait le jour où le mouvement ne serait plus possible, où la création s'arrêterait non par choix, mais par contrainte. La tournée n'était pas seulement une question de chanter d'anciennes chansons. Il s'agissait de repousser l'instant où il devrait s'asseoir seul face à tout ce qu'il avait évité. À 80 ans, Souchon ne s'effondrait pas publiquement. Il survivait en privé. Il se maintenait par le rythme, la répétition et la famille. La tristesse n'était pas spectaculaire, elle était silencieuse, persistante et profondément humaine. La peur du monde, les confidences de fin de vie et le poids de continuer à se soucier des autres. À un âge où de nombreuses figures publiques se replient dans une nostalgie rassurante, Alain Souchon a fait l'inverse. Il a parlé. Et ce qu'il a dit a révélé un homme qui, avec le temps, n'est pas devenu plus serein, mais plus anxieux. Non pas à propos de lui-même, mais du monde qui l'entoure. En novembre, lors d'une interview matinale sur RTL, interrogé par Marc-Olivier Fogiel, Souchon a été questionné sur le climat politique en France. La question était directe, mais sa réponse a été d'une franchise inattendue. Évoquant la montée du Rassemblement national, il n'a pas édulcoré ses propos. Il a dit que cette idée lui faisait peur. Pas stratégiquement, pas intellectuellement, émotionnellement. Il a admis qu'il ne pouvait pas imaginer une France gouvernée par la haine. Et si cela arrivait, a-t-il dit, il y aurait une révolution. Si l'on en arrivait là, il partirait. En Suisse, a-t-il suggéré. Les mots étaient crus, presque naïfs, et précisément pour cette raison, profondément révélateurs. Ce n'était pas une déclaration politique destinée à susciter des applaudissements. C'était la confession d'un vieil homme qui a vu suffisamment d'histoire pour reconnaître des dangers familiers. La suite était encore plus parlante. Souchon a évoqué la peur dans un sens plus large. La peur de voir la haine se banaliser. La peur que les gens se retournent les uns contre les autres.
La peur du retour de la guerre, non pas comme une idée abstraite, mais comme une possibilité réelle. Il a dit que l'humanité se fait peur à elle-même. Cette phrase, simple et fragile, portait l'épuisement de quelqu'un qui a vu le monde se durcir au fil des années. Cette anxiété correspond parfaitement à l'homme derrière les chansons. Souchon n'a jamais été agressif, jamais militant. Sa résistance a toujours été douce, presque empreinte d'excuses, mais la douceur ne protège pas du désespoir. Au contraire, elle rend parfois plus vulnérable. À 80 ans, il n'est pas désabusé, il est inquiet. Et l'inquiétude, lorsqu'elle dure, devient de la tristesse. Ce qui rend ces confidences tardives si lourdes, c'est qu'elles viennent de quelqu'un qui se soucie encore profondément des autres, de quelqu'un qui ne s'est pas détaché émotionnellement, malgré l'âge, le succès et les pertes. Il s'inquiète pour la société comme il s'inquiétait autrefois pour sa famille. En silence, constamment, sans élever la voix. Cette inquiétude éclaire aussi sa philosophie de père. Dans la même interview, il a répété ce qu'il avait déjà dit auparavant, qu'il n'a jamais rien imposé à ses fils. Ni carrière, ni idéologie, ni attente. Il observait au lieu de diriger. Parce que l'autorité, pour lui, a toujours semblé dangereuse. Il a vu comment le pouvoir peut blesser. Il a vu comment la certitude peut détruire l'empathie. Et il a refusé de transmettre cela. Mais c'est là que réside l'ultime et douloureuse ironie de la vie d'Alain Souchon. Son refus d'imposer ne venait pas de la paix intérieure. Il venait du doute sur lui-même, du doute sur le monde, du doute sur la bonne manière de vivre. Même aujourd'hui, après des décennies de succès, de récompenses et de reconnaissance, il ne parle pas comme un homme qui a trouvé des réponses. Il parle comme quelqu'un qui cherche encore. Sa tristesse n'est pas bruyante. Elle ne s'effondre pas en tragédie. Elle persiste, dans les silences, dans les inquiétudes, dans la peur de s'arrêter, dans la conscience que le mouvement est limité, que les tournées prennent fin, que les voix se fatiguent, et qu'un jour, même la musique pourrait ne plus suffire à tenir le silence à distance. Alain Souchon est toujours debout. Il écrit encore, il chante encore. Mais l'homme que l'on entend aujourd'hui n'est pas réconforté par son héritage. Il est alourdi par la mémoire, la responsabilité et un monde qu'il ne reconnaît plus totalement. Et c'est pour cela que sa vie, à ce stade, paraît discrètement triste, non pas parce qu'elle a échoué, mais parce qu'elle fait encore mal. Pensez-vous qu'Alain Souchon ait trouvé la paix grâce à la musique, ou que la musique ait simplement été sa manière de survivre à sa douleur? Dites-nous ce que ces chansons représentent pour vous dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres vies méconnues derrière des voix célèbres.